des gardiens. Non, c'est ça. Je dois débattre combien maintenant? 6. Les centres ouverts pour adultes sont des établissements se caractérisant par l'absence de précautions matérielles ou physiques contre l'évasion et l'institution des régimes de discipline consentis et dans lesquels sont détenus les condamnés à des peines de prison d'1 an et de moins de 10 ans. Ensuite, article 9. Dans le cadre de l'exécution des peines, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration pénitentiaire et du ministre chargé de la justice détermine si les établissements qui comportent un régime progressif fondé sur la constatation de la conduite des intéressés et des efforts qu'ils manifestent en vue de leur réinsertion. Ce régime, dont les modalités sont fixées par les règlements intérieurs, est appliqué sous le contrôle du procureur de la République ou des substituts nommés à cet effet. Les orientations dans ces établissements sont décidées exclusivement par l'administration centrale. Ça, c'est pour le service pénitentiaire. Voilà. 74 et 75. Je continue? Oui, oui. Oui, allez-y. Sont transférés au terme de la grossesse à l'hôpital ou à la maternité. La mère est réintégrée à la prison dès que son état et celui de l'enfant le permettent. 115. Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de 36 mois. Il appartient au service social de l'établissement de pourvoir à leur placement avant cette échéance au mieux de leurs intérêts. Au mieux de leurs intérêts. Et avec l'apport des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale. Voilà. C'est le résultat. Non, mais je pense que vous voulez justifier à ce qui est cherche pas à justifier. Je pensais que la direction, on avait les pour, on avait les avis opposés. Madame, moi je vais simplement déduire ce que monsieur le juge d'instruction a dit, que tout simplement cette femme âgée de 23 ans est dans la fleur de l'âge. Elle a écopé une peine de 5 ans de prison. Elle est enceinte d'un père inconnu pour son enfant. Et sans famille d'ailleurs. Et elle est soupçonnée de liaison avec les terroristes. Tout simplement, cette femme-là, elle a bénéficié, et non seulement d'une enfance délinquante, mais elle aussi, elle est vraiment dans une activité de délinquance. Et je pense, pour le bien de son enfant, que tout ce que le juge d'instruction a dit doit être respecté. Et sinon, le scandale, c'est le jour où cet enfant mourra, hein, victime de suicide de la part de sa maman, ou les deux peut-être mourront. Là, ce jour-là, vous allez casser. Non, mais c'est une position à défendre. C'est une position, Oui, mais c'est une position, S'il vous plaît, les amis, l'objectif de cet exercice, ce n'est pas de dire qui a raison, qui a tort. C'est d'ouvrir le débat. Mais ce qui est important, c'est bon. Il y a deux opinions, il y a le pour et le contre. Pardon, ça nous fait près de 15 minutes. On discute de ce seul point pour qu'on avance. S'il vous plaît, on va retenir seulement certains aspects. Le principe dans cet exercice, c'est d'abord le traitement humain de l'individu, de cette femme, doit être traité avec humanité. Premier principe. Deuxième principe, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant. Maintenant, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, c'est une notion vraiment que chacun est appelé à manier selon sa sensibilité. Il n'y a pas de... on ne peut pas dire par exemple à un juge pour enfants ou à un juge d'instruction, non, voilà les contours spécifiques de l'intérêt de l'enfant. Aga dit ici que pour lui, l'intérêt supérieur de cet enfant commande de le séparer d'avec sa mère. D'autres diront que non, ça c'est pas l'intérêt supérieur de l'enfant, comme dit Maître Koulibaly. De toute façon, de façon générale, on estime que l'enfant ne doit pas être séparé de sa mère à si bas âge, quelle que soit la situation.
supposer qu'il s'agisse de bébés. C'est là que nous avons même imaginé que l'enfant soit placé dans une pédiatrie. On a même imaginé des couveuses là. Parce qu'il n'y en a pas dans aucun centre de détention. On a compris. On va créer d'ailleurs. Mais s'il y en a là-bas, et que voilà, là, il n'y a pas de souci. Alors tous, dans la plus grande sérénité, dans la plus... Je voulais tout simplement dire qu'il ne faut pas qu'on perde de vue l'intérêt général de l'enfant. On est tous d'accord. Quel que soit Ça, Ça c'est déjà ça. Ça, c'est l'intérêt général de l'enfant. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde a parlé c'est d'intérêt vraiment le supérieur de principe l'enfant. général, c'est la protection de De l'enfant. Ça doit rester dans l'esprit. On a dit ça. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à... Alors maintenant, on passe au cas numéro 2. Bon, l'idée c'est rapide. C'est-à-dire que nous avons pris la convention relative aux droits des enfants, page 33, et votre document, article 37, qui dit tout enfant privé de liberté a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles. Donc, déjà, nous avions dit que une interdiction du parloir jusqu'au jugement, c'était trop. Et cet article nous conforte davantage dans ce choix. Nous disons qu'avec cet article, nous avions même dit que 1 ou 2 jours, ça suffisait. Nous disons qu'avec cet article, on peut même dire que ce n'est pas la peine de faire cette mesure de privation du parloir et qu'il faut trouver d'autres mesures alternatives qui soient différentes de la privation des visites. Parce que quand vous dites que la personne n'a pas droit au parloir, ça veut dire que la personne ne peut pas recevoir et qu'elle ne peut pas avoir de communication. Donc nous estimons qu'à partir de ce texte, nous sommes réconfortés davantage dans notre choix de dire que la sanction dans les cas de est très inappropriée, surtout qu'il s'agit d'un mineur et moins de 18 ans. Voilà. Très bien. Alors il y a aussi la Charte africaine sur les droits du bien-être de l'enfant, article 17.3. Et puis surtout, puisque ça vous concerne quand même directement, l'ordonnance du 5 juin 2002 portant code de protection, article 1, 2 et 3. Dans les codes, Oui, on a rien vu de l'ordonnance du 5 juin 2002, on a vu rien de le particulier. code de protection de l'enfant, article 1, 2 et 3. Il y a rien d'important. Alors, monsieur. Article 2, c'est trop long. Il y a quel alinéa? Cherchez là-dedans ce qu'il y a de plus important. Non, je l'ai. Article 1, 2 et 3. Moi, l'article 1, c'est jusqu'à 5 alinéas. C'est quel alinéa? Un et 2 de l'ordonnance des 3, de l'ordonnance du 5 juin 2002. Alors, les questions vous avez dit, il y avait des petits points à discuter. Faut-il une formation spécifique pour le personnel appelé à travailler avec les mineurs? Est-ce que ça vous semble... Oui, forcément. On a des... Forcément. Une formation spécifique, on l'avait dit ce matin, vous vous souvenez, quand on demandait la connaissance, c'était ça, une formation spécifique pour tous ceux qui travaillent avec le droit avec les mineurs. Est-ce que vous avez une formation? Quand on dit formation spécifique, ça veut dire qu'elle doit prendre même en charge des formations qui ne sont pas forcément axées sur les instruments juridiques concernant la minorité. Oui. Mais plutôt Des questions de psychologie de l'enfant, Tout à fait. etc. Des études de... Des Pas c'est de la études sociologie ou... de la psychologie, comment Voilà. répondre par exemple à une agression verbale d'un mineur, on ne répond pas de la même manière qu'un adulte, etc. Donc c'est vrai qu'il doit falloir, le mieux c'est d'avoir une formation spécifique. On ne répond pas à un mineur qui n'a pas donc atteint qui n'a pas toutes les connaissances, tous les réflexes, etc. d'un adulte, on ne peut pas y répondre de la même manière. D'où l'importance de cette formation spécifique. Il y a des psychiatres spécialisés, il y a des médecins spécialisés, il y a des éducateurs spécialisés. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors ensuite, quelle méthode pourrait être utilisée en prison à l'égard des mineurs particulièrement indisciplinés, avec des antécédents d'infractions graves et répétées? Ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous avez des mineurs qui un multirécidiviste, mais il n'empêche qu'il est mineur. Alors
quels vont être les moyens appropriés? Moi, je pense tout. La rééducation. Alors, bah oui, moi je vous pose que vous avez un mineur multirécidiviste, il arrive à 15 ans, vous ne pouvez pas l'attacher à un banc. Vous voulez à tout prix qu'il ne récidive pas, c'est ça finalement. Et qu'il se resocialise, qu'il se socialise même. Vous savez, il n'a jamais été socialiste. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure? Vous allez l'orienter vers quoi? Vous allez orienter... C'est ce qu'on a dit ce matin, ça c'est faute de moyens. Par exemple, Et imaginez que vous ayez tous des moyens. Hein? il y a des ateliers de formation. Par exemple, chez nous, les jeunes filles, il y a l'atelier de couture, de teinture. On fait ça temporairement parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Non, un gosse indiscipliné, c'est souvent un gosse nerveux. Hein? Un gosse indiscipliné, c'est souvent un gosse nerveux. Alors, je veux dire, il faut mettre aussi l'accent sur les disciplines physiques. Sport. Il va déverser sa colère dans... Bah, lui, contre un ballon de... Nous avons un terrain. On a un terrain de basket aussi. Il n'y a pas de ballon. Oui, ils n'ont pas de ballon, ils n'ont pas de À ballon. supposer qu'on a tout. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comme pour son propre gosse, moi je dirais, voyons. Donc, si on a les moyens, il y a des séances d'approximation, Mais il y a le sport, il y a les ateliers. Activité physique, activité intellectuelle. Les ateliers. Activité culturelle. Oui, bien sûr. L'aide d'un psychologue, ça paraît essentiel. Sommer l'enfant par rapport à s'il manifeste un intérêt pour une activité particulière, essayer de l'orienter et l'aider. Essayer aussi effectivement de distinguer cet enfant de l'autre, parce qu'ils ne se ressemblent pas tous, d'en distinguer ce qu'il y a de plus intéressant dans cet enfant. Ce qu'on fait, ils ont des dons différents les uns les autres, ils ont essayé de distinguer ses dons, ses envies, etc., et des activités en fonction. Donc c'est sûr qu'il y a une spécificité. Comme il y a la spécificité de la peine, il doit y avoir une adaptation aussi spécifique. Tout le monde est d'accord là-dessus? Alors ensuite on avait le... Qu'est-ce qu'il y avait le premier cas? Des fois, nous, on avait pris d'abord comme mère de tous ces génériques-là la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Exactement. Donc, en son article premier qui dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors, l'article 5, il dit nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. D'où maintenant l'abstention vraiment d'administrer des coups à des personnes privées de liberté. Alors on avait encore pris la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à la page de 1987 à la page 38. Il dit tout individu a droit au respect, article 5. Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, traite des personnes, torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains et dégradants sont interdits. Alors on vient encore, on va du général au particulier et on embrasse la constitution malienne de 1992. La constitution malienne de 1992, page 41. Article 1er, la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Ensuite, on vient au code pénal malien de 2001, à la page 43, et on dit à l'article 207,
Voilà, c'est un peu long. L'article 207, tout individu qui volontairement aura porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait. Donc, ici, on vient à la répression. La condamnation Oui, c'est ça. Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA. Alors, s'il y a préméditation, ça c'est les causes d'aggravation et autres. Donc, j'en passe. L'article 208 qui parle des blessures, les coups, violences ou voies de fait n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée à l'article précédent. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de 11 jours à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une des deux peines seulement. Alors, il faut mettre l'accent sur les sanctions pénales oui. à une autorité qui peut porter des coups à un délit. Exact. Alors, se souvenir quand même, parce que je crois que finalement, moi j'y allais directement et on ne l'a pas dit, article 217 du Code pénal. Article 217, oui. Article 217. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures, les violences et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle ou la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Ici, on parle. Ici, peut-être on pourrait parler du cas où l'agent serait victime d'une agression de la personne, de la part d'une personne détenue. Nous, quand les agents portent des coups, je suis sûr que vous l'avez, des personnes ou interpellées ou inculpées, etc., et qu'on trouve que c'est excessif, l'article du code de procédure nous dit qu'il ne peut que ce qui est nécessaire. Oui. Que les actes qui sont purement nécessaires à l'entrave de la personne. Et ça, on doit le trouver dans votre code, je croyais qu'on l'avait marqué. Ce qui est spécifiquement nécessaire, c'est-à-dire, bon, il peut le faire tomber, lui mettre les mains derrière le dos, lui mettre les menottes. Voilà. Et vous devez l'avoir, ça, c'est pas vrai. Oubliez ça. Ça existe. Je regarde. Pas de violence qui soit nécessaire. Oui, mais alors vraiment, il y a le terme, vous voyez, est-ce que ce sont les violences qui étaient exactement adaptées? Je ne pense pas que le code pénal est spécifié. Alors regardons dans le 217, c'est peut-être pour ça que c'est Le l'article 217. et parce qu'on ne retrouve pas effectivement l'expression. Ici, on parle de la légitime défense dans le 217. Dans le On 217, on se trouve dans le cas où on peut être un agent peut-être serait victime d'une agression. Donc légitime défense, ça veut dire la défense de soi-même appropriée. Oui, mais c'est la défense, il ne faut pas qu'elle soit supérieure à la légitime défense. La légitime défense suppose forcément l'égalité de réponse. De la réponse. Voilà. Vous ne pouvez pas prétexter qu'un délinquant, en tant qu'agent pénitentiaire, vous ne pouvez pas prétexter qu'un détenu aurait voulu vous donner une gifle pour dégainer, par exemple. Donc, la légitime défense, par son essence, suppose l'équilibre des moyens et des réponses. Vous l'avez l'article 207, on peut le relire. 207. 207, oui. Oui, voilà. Le 217, mais je croyais vraiment que vous avez la même expression. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures, les violences et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle ou la légitime défense de soi-même ou d'autrui. C'est ce que l'article 207. Voilà. Alors il faut le peaufiner, cet article, en disant que la réponse doit être exactement proportionnée à l'attaque. C'est les Voilà. normes de la légitime défense. Voilà. Le problème de dignité de la personne humaine, on le trouve nécessairement, soit dans les textes internationaux, là, des tas de textes internationaux, mais dans vos textes nationaux, ou les textes de la Charte africaine qui a été ratifiée par le Mali. Constitution du Mali, même chose. Code pénal, même chose. Code de procédure, même chose. Code de procédure aussi, même chose. Là, on ne pourrait pas dire finalement, c'est d'appliquer, serait bon d'appliquer strictement, d'appliquer au mieux les textes qui existent déjà, sans même devoir chercher de complications. Alors, donc, la personne qui devait intervenir pour ce cas de la femme, voilà. Pour les perquisitions, les textes qu'on a pu noter, Étant juge d'instruction, si regardez les
chapeaux qui puissent voir ça, normalement ça doit être des juges d'instruction, c'est le domaine des juges d'instruction. Les perquisitions autorisées. Sinon, Il y la a aussi perquisition les- en enquête préliminaire, c'est les 86. Autorisation de Et sur perquisition. la commission rogatoire, c'est-à-dire. Alors elle avait fait le particulier qu'elle était dans une enceinte. Il ne faut pas oublier que le juge d'instruction, il peut le faire comme il peut déléguer. Alors là, vous pouvez trouver dans l'article 159 à 164. Alors, là, on va glisser vers les perquisitions, mais on part du principe que cette perquisition elle était autorisée, parce qu'il s'agit d'une perquisition dans une enceinte carcérale, donc il ne faut pas imaginer qu'elle n'est pas autorisée. Alors, ce qu'on essayait de rechercher, c'était des textes qui étaient d'actes de terrorisme, etc., puisque du côté des perquisitions, on ne nous avait rien dit qui sont mauvais quand même. Hein. On ne nous avait pas mis un détail qui ferait que cette perquisition, elle était coûteuse, pas autorisée, etc. Sauf à savoir qui c'est qui va perquisitionner, jusqu'où on va perquisitionner, et qui c'est qui va perquisitionner la femme. Voilà, c'est bien sûr qui c'est qui va Ce qui est perquisitionner la important femme. ici dans cet exercice, c'est juste pour qu'on ait clairement à l'esprit jusqu'où s'arrêtent les frontières de vouloir sécuriser les gens et respecter au même moment la dignité humaine par rapport à cette femme. Ce qui réjaillit sur la question des fouilles, jusqu'où, dans quelles conditions on peut être amené à fouiller une femme. Dans ce cas précis, est-ce que le danger, la réalité du danger ou l'imminence du danger ou la forte probabilité du danger pourrait faire que cette femme-là puisse être fouillée par un homme, par exemple. Par exemple. Donc ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Donc c'était juste là l'intérêt. Donc est-ce que pour vous, en aucune circonstance, aucun élément de sécurité, aucune exigence de sécurité ne doit conduire à un homme à fouiller une femme? Question. Si on n'a pas le choix, si on n'a pas le choix, l'impératif du temps. Bon, dans le cas présent ici, Pour un agent explosif, s'il faut aller à 500 km chercher un agent féminin, On peut chercher d'ici là, un personnel médical à côté. On peut chercher un personnel médical féminin à côté. Et si, en fuyant la femme, c'est elle qui dit que vous avez tenté de la violer. non. Alors, Dans ce cas, vous ne serez pas seul à fouiller. Oui, si elle dit que vous avez tenté de la violer. Non, là, un seul agent ne va pas s'enfermer. Non, C'est un petit peu pour fuir. On va pas aller au viol. Oui. Elle va dire que Non, mais ça, vous avez commis sur elle des attouchements sexuels, par exemple. ça c'est dans la plupart des cas. Non, moi je pense que c'est Allez-y une dans les hypothèse unités de d'école. police judiciaire et demandez. Pour moi, c'est une hypothèse d'école que de dire qu'on a manqué de personnel féminin pour poser un acte, ou même une autre femme, même si elle n'est pas du personnel des enquêteurs, en laquelle on fait observer les Cette formalités personne requises. doit poser. Par exemple, si ce n'est pas un agent habilité, Non, on donnera des directives à la NAM. Par exemple, on prend un personnel Il y a deux cas. de santé à côté. il faut que le juge Maître, moi je voudrais en venir. Personnel de santé à côté. Donc on te dit fais ça. Alors, On appelle la sécurité, détenue. dignité, hein. Sécurité et dignité, voilà, ce sont ces deux volets-là qu'il faudra, qui priment là-bas, d'abord. Et dignité. Si cette femme, elle a leur sur le ventre. Et c'est pour cela que j'ai dit que d'abord, pour que, bon, on a fait toute la procédure et autres, tout le monde est à règle. Maintenant, il s'agit de faire procéder aux actes proprement dit. Il faut faire recours à des personnes qualifiées d'abord, qui sont spécialisées en engins explosifs. Ça, c'est un. On a Quand- fait ce qu'elle a dit. Oui. Maintenant, quand ils auront fait le ménage, là maintenant, il s'agit de faire des fouilles perquisitions sur des personnes pour voir ce qu'elles portent. Et là, dans les cas actuels, il faut